Bienvenue dans cette nouvelle édition de e-Talk. Je suis en compagnie de Aïssata Seck. Elle est présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Elle est également conseillère municipale à Bondy. C'est en région Île-de-France. Bonjour Aïssata. Bonjour. Votre actualité, c'est cette rencontre que vous avez organisée le 25 juillet pour justement rendre hommage aux tirailleurs venus à la fois d'Afrique, du Pacifique et des Antilles. Tout à fait, tout à fait. Quel est l'enjeu d'une commémoration comme celle-là? Alors l'enjeu est d'abord très symbolique. L'objectif d'organiser cette cérémonie, c'est dans un premier temps d'honorer les soldats qui sont venus d'Afrique, du Pacifique et des Antilles, qui ont combattu aux côtés de la France pendant les grands conflits mondiaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe un certain nombre de commémorations, notamment les deux plus grandes qui sont celles du 8 mai et du 11 novembre. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. On ne met pas assez en avant cette histoire et le fait de raviver la flamme du soldat inconnu, on dit bien soldat inconnu et ça pourrait être un des leurs, c'est déjà de leur rendre hommage et surtout de raconter cette histoire et de perpétuer ce devoir de mémoire. Parce qu'il faut rappeler qu'ils n'ont jamais défilé sur les Champs-Élysées comme les troupes qui ont libéré la France au moment où la libération a eu lieu. Tout à fait. Normalement, ils auraient dû défiler en 1944. Notamment après le débarquement de Provence. C'est une histoire qui est encore très peu connue du grand public. On a un certain nombre de soldats, juste pour vous rappeler des chiffres comme ça, on a pour le débarquement de Provence eu 235 000 combattants français, dont 90% étaient issus des troupes coloniales. Ils venaient d'Algérie, ils venaient du Sénégal, ils venaient du Pacifique, ils venaient des Antilles. Et ces soldats, ces valeureux soldats ont libéré la Provence, notamment les grandes villes comme Marseille, comme Toulon, comme Fréjus, comme Saint-Raphaël. Et à l'issue de ce débarquement, on leur a demandé de retirer leurs vêtements et de les donner à des combattants blancs parce que De Gaulle, à l'époque, ne voulait pas montrer au monde que c'était des combattants indigènes, j'ai envie de dire, qui ont libéré la Provence. Il voulait une victoire uniquement blanche. Donc on les a un petit peu, enfin je dirais même beaucoup effacés de cette histoire. Et aujourd'hui, les honorer le 25 juillet, c'est aussi rappeler qu'ils ont combattu pour la France et qu'ils ont permis que vous et moi soyons là aujourd'hui dans le cadre de cet échange. 70 ans après, est-ce que vous avez l'impression que le travail de mémoire, parce que c'est la première fois qu'un hommage aussi solennel leur est rendu, est-ce que vous avez l'impression qu'on prend le bon chemin dans le travail de mémoire? Alors, j'ai l'impression qu'on prend le bon chemin dans le sens où on a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets. On a un organisme, notamment comme l'ACHAC, qui monte beaucoup d'expositions. Donc, le chemin est bon, mais à mon sens, il n'est pas assez rapide et il n'est pas assez visible. Pourquoi je dis ça? Parce que tant que, par exemple, pendant la cérémonie du 14 juillet, on n'aura pas une représentativité de cette histoire, à mon sens, il y a un manque. Tant que dans les manuels scolaires, on n'enseignera pas comme il faut cette histoire, il y a un manque. Je ne dis pas que cette histoire ne fait pas partie des programmes scolaires. Elle en fait partie, mais elle est très souvent mal enseignée ou pas enseignée comme il le faut. Et du coup, il y a un énorme manque. Et cet énorme manque, il faut le combler par des événements comme j'organise le 25 juillet, mais il faut aussi le combler par une meilleure pédagogie au niveau des manuels scolaires, par aussi impulser une dynamique sur le fait de nommer ou renommer des rues, de donner des noms d'écoles, de donner... Voilà. Pour honorer ces personnes-là, il faut que cette histoire soit pleinement intégrée dans le paysage français. Et l'intégrer dans le paysage français passe par toutes ces actions qui, à mon sens, vont dans le bon sens, mais qui restent encore très minimes et très petites par rapport au combat qu'ils ont mené. Et à titre personnel, vous n'avez pas attendu, quand on vous l'enseigne, vous êtes allé la chercher, Tout cette à fait. histoire. Moi, je suis allée la chercher, d'une part parce que c'est mon histoire personnelle. Je suis petite fille de tirailleurs sénégalais, donc je connaissais déjà cette histoire. Enfin, je la connaissais. Je savais que mon grand-père était tirailleur sénégalais, qu'il avait combattu aux côtés de la France, donc j'avais déjà cette histoire personnelle. Mais après, sur le fond, sur le contenu, sur le fait de savoir qui ils étaient, moi, j'ai fait mes propres recherches personnelles.
le développement du numérique m'a beaucoup aidée, mais avant qu'on ait le numérique, j'allais me renseigner dans différentes bibliothèques. J'ai lu le bouquin, par exemple, La Force Noire, qui m'a appris. Et surtout, après, au-delà de cette histoire personnelle, c'est que moi, j'ai été une militante engagée très tôt sur ces questions-là. Et quand j'ai rencontré des tirailleurs sénégalais qui vivaient sur Bondy, je me suis encore plus renseignée sur leur histoire personnelle d'abord. Je me suis liée d'amitié avec eux et j'ai pu comprendre qu'ils vivaient des situations assez complexes, notamment des situations administratives qui étaient juste injustes et inadmissibles et qu'ils vivent encore aujourd'hui. Et c'est de là en fait qu'est parti mon engagement associatif puis politique où je me suis fait, j'ai décidé en fait de porter ce combat et de le mener jusqu'au bout. Je pense que vous commencez en 2016. J'ai commencé en 2016, exactement. Enfin, j'ai commencé avant. J'ai commencé en 2010 plus exactement. Sauf que mon combat n'était pas visible. Oui. Le premier combat que j'ai mené, ça a été déjà de faire en sorte que les tirailleurs sénégalais qui vivaient à Bondy puissent participer aux cérémonies commémoratives officielles, notamment celles du 8 mai et du 11 novembre. Parce qu'avant que je me saisisse de ce sujet, ils n'étaient pas invités ou ils n'y participaient pas. Quand j'ai su qu'on avait 34 tirailleurs sénégalais, anciens tirailleurs sénégalais qui vivaient à Bondy, je leur ai dit à partir d'aujourd'hui, à chaque cérémonie, nous serons présents et nous ferons un dépôt de gerbes à ces cérémonies-là. Et là, c'était un acte symbolique, c'était de montrer à l'ensemble des citoyens bondinois que nous existons, que nous avons fait cette France de diversité et qu'il est important d'expliquer cette histoire. Ça a été ma première démarche en 2010. Donc, chaque cérémonie, on y allait. Et j'ai constaté qu'on me posait beaucoup de questions sur cette histoire. Donc, j'ai décidé de me rapprocher notamment des différentes écoles bondinoises pour faire des interventions avec eux. Parce qu'on a une mémoire vivante et c'est important de l'exploiter aujourd'hui, d'avoir des personnes qui ont vécu justement ces conflits et qui peuvent raconter ce que ça a été pour eux. Donc on a fait le tour des écoles au départ bondinoises, ensuite en Île-de-France, ensuite un peu plus loin et on a monté un certain nombre d'expositions pour faire toute cette pédagogie autour des plus jeunes et des moins jeunes parce que c'est une histoire pour le coup qui est parfois même très méconnue des adultes. Donc j'ai fait tout ce processus-là qui a été d'abord la symbolique, ensuite la pédagogie et ensuite l'action pour la reconnaissance de leurs droits. Et c'est là qu'on arrive en 2016. D'accord, parce que j'allais vous parler de l'engagement, du travail de mémoire qui a été fait par rapport aux 2 guerres mondiales où les présidents de la République sont allés régulièrement sur les sites pour rendre hommage aux différents soldats. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à titre personnel à vous engager au point d'obtenir de la présidence de la République une reconnaissance, une naturalisation de la plupart des... Ce qui m'engage à titre personnel, c'est de les voir quotidiennement être confrontés à un certain nombre de difficultés administratives. Et là, je trouvais que c'était... Elles étaient de quel ordre, ces difficultés Alors, la plupart les 34 tirailleurs sénégalais qui vivaient à Bondy avaient tous fait une demande de naturalisation française. Ils vivaient sur le territoire français, ils participaient à l'économie française, ils déclaraient leurs impôts comme n'importe quel citoyen français. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont combattu aux côtés des Français, ils ont permis cette libération. Et leurs démarches administratives ont été extrêmement complexes parce qu'on leur demandait, par exemple, des papiers impossibles à avoir, tels que des actes de naissance des parents ou des grands-parents, sachant que dans les différents pays d'origine, à l'époque, ça n'existait pas. Et parce qu'ils n'avaient pas ces documents-là, on leur renvoyait un courrier pour leur dire qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Ils ont versé leur sang pour la France. Pour beaucoup, ils en sont revenus invalides. Ils ont perdu leurs frères et on leur dit aujourd'hui, messieurs, vous ne pouvez pas devenir français parce que vous ne remplissez pas ces conditions. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. La France ne peut pas accepter cela. Les citoyens français ne peuvent pas accepter cela. Et je me suis dit, je dois mener une action. Donc, au départ, en fait, avant de mener cette action nationale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alerté un certain nombre de politiques en leur demandant de me faire des courriers de soutien que j'envoyais au préfet. Et malgré ces courriers de soutien, en fait, on n'arrivait pas à régulariser leur situation.
On a un seul ancien de ces combattants qui a eu, lui, la nationalité parce qu'il avait fait appel à un avocat. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de traiter les dossiers à titre individuel. Il faut que j'alerte l'opinion publique. Et l'idée que j'ai eue, c'est d'alerter l'opinion publique par une pétition. Donc j'ai commencé à rédiger un texte, ça a été compliqué parce que j'ai rédigé mon texte en janvier 2016 et il a été publié uniquement en novembre 2016. Donc il y a eu tout un parcours à faire. Le premier parcours, ça a été déjà de rédiger ce texte, de leur soumettre, de leur proposer l'action, parce que je ne fais rien sans leur accord. Donc toutes les actions que je mène autour de cette histoire, je les réunis et je leur en parle. Donc j'ai rédigé ce texte. Ils l'ont relu, ils ont pu apporter des corrections s'il le fallait. Et je leur ai dit, voilà, moi je pense qu'il faut alerter l'opinion publique. Je pense que l'opinion publique n'a pas connaissance de cette histoire et je pense qu'elle sera sensible à cette histoire. Donc ils m'ont dit on y va. Et ensuite je me suis dit bon 2016 j'avais pas encore le réseau que j'ai aujourd'hui, donc il faut pour publier une pétition comme celle-ci essayer de sensibiliser des personnalités publiques. Donc j'ai été à la recherche de personnalités publiques et ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est un sujet sensible et parfois les personnalités n'ont pas forcément envie de s'engager. Donc je suis passée par les agents, j'ai écrit à Djamal Debbouze, à Omar Sy, à Philippe Torreton, à Lilian Thuram et avant de solliciter... Des personnalités de la culture et du sport. Voilà, c'est ça. De la culture et du sport et de la société civile. Et mon objectif, c'était surtout de ne pas avoir que des politiques. Parce que les politiques, pour moi, c'était simple de les avoir. Je ne vous cache pas que, vu que j'étais déjà engagée en politique, c'était pas compliqué de solliciter des députés, des maires, pour signer cette tribune, cet appel. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et une fois que j'ai réuni une trentaine de signataires de personnalités publiques et politiques, il a fallu que je sensibilise la presse. Et là aussi, ça a été un autre combat. Je pensais que ça allait être simple, que notamment les journaux de gauche comme Libé, Le Monde allaient prendre tout de suite ma pétition et ça n'a pas été le cas. Ou l'Humanité. Ou l'UMA. Ça n'a pas été le cas. Je pense que soit on ne réceptionnait pas mes mails ou... Voilà, soit le sujet n'intéressait pas, soit ils confondaient avec des sujets qu'ils avaient déjà traités sur notamment la décristallisation des pensions. Et du coup, les mois passent et j'arrive pas à avoir de médias. Et je me dis, bon, et je me suis dit que j'allais quand même les attirer avec, j'avais comme des noms de grandes personnalités et que ça allait passer simplement et ça n'a pas été le cas. Et je me suis dit, on est en novembre 2016, 2017, on a les prochaines élections présidentielles. Quoi qu'il en soit, il faut que je publie mon texte avant. Donc, j'ai choisi de le publier le 11 novembre et j'ai tenté une dernière cartouche avec un journaliste du Monde. Je l'ai appelé, j'ai réussi à l'avoir en ligne et je lui ai dit, voilà, c'est un texte très sensible, c'est un texte qui a énormément de sens. Le 11 novembre, personne n'achète la presse. Je ne vous demande même pas une version papier, je vous demande juste au moins d'avoir une version numérique. Et là, il me dit, c'est bon, je signe, vous aurez un papier pour le 11 novembre, je vous envoie un journaliste et on fera un papier sur votre combat. Et comment ça se fait? Comment est-ce que vous arrivez finalement à obtenir la naturalisation de tous ces tirailleurs, de tous ces... C'est que cette pétition, en fait, elle a été partagée des milliers de fois, elle a été signée par plus de 65 000 personnes. Et François Hollande a entendu l'appel des 65 000 signataires. Donc très vite, j'ai été d'abord reçue au ministère des Armées, ensuite au ministère de l'Intérieur et j'ai reçu un courrier officiel de François Hollande le 16 décembre qui m'annonce qu'il facilitera l'octroi à la naturalisation des anciens tirailleurs sénégalais qui le souhaitent. Donc ça voulait dire allègement des démarches administratives et il souhaitait les faire entrer dans la citoyenneté française par une cérémonie à l'Élysée. Et c'est la première fois du coup qu'on recevait, en tout cas sous la Ve République, des anciens tirailleurs sénégalais à l'Élysée. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes la Christiane Taubira des tirailleurs sénégalais? C'est un peu beaucoup pour moi, Christiane, j'aimerais bien, mais en tout cas, c'est un exemple pour moi. Christiane Taubira est un exemple pour moi. Le combat qu'elle a mené sur les commémorations de l'abolition de l'esclavage et la loi Taubira, c'est juste énormissime. Et j'espère en tout cas aller dans cette lignée et continuer le combat pour qu'on puisse obtenir gain de cause pour ces valeureux soldats. C'est ce que nous vous souhaitons. C'est la fin de cette première partie. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler dans la deuxième partie de la reconnaissance, à la fois en France et sur le continent africain.
Élu du Parti socialiste à Bondy et porte-parole de Benoît Hamon, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, Aïssata Seck est une militante engagée et petite-fille de tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers français et oubliés de la République. Je suis maire adjointe à Bondy, en charge des politiques mémorielles, avec une spécificité aussi sur tout ce qui est lutte contre le racisme et les discriminations. Je suis engagée en politique depuis maintenant bientôt 10 ans. Et en fait, avant d'être engagée en politique, j'ai été engagée dans le milieu associatif. Et mon engagement politique a été la suite logique de mon engagement associatif. Malgré le racisme et autres inégalités sociales, la jeune femme poursuit ses études supérieures en France et s'en sort avec un master de communication politique et publique. Plus tard, elle se lance dans la politique, prend sa carte de parti, participe à la campagne de François Hollande en 2012 pour être élue plus tard adjointe au maire de Bondy. Alors qu'elle est adjointe au maire de Bondy, elle soustrait à la France la naturalisation des tirailleurs sénégalais. Ses combats sont multiples et par la suite, la jeune militante sait qu'elle ne pourra pas y arriver, abstraction faite des médias. Radio, télévision et presse sont saisis et malgré tout, les taux se resserrent. Alors, une pétition est lancée, plus de 6000 signatures. Hollande essaie alors de faire bouger les choses en marquant la fin de son quinquennat par la naturalisation de 28 tirailleurs sénégalais. J'ai beaucoup œuvré avant d'être élue. Mais en étant élue, j'ai eu la possibilité d'être entendue, notamment au niveau national, sur différentes actions que j'ai pu mener, notamment sur les actions sur les tirailleurs sénégalais et les questions de naturalisation. Et j'ai pu aussi interpeller le président de la République sur un certain nombre de questions. La jeune franco-sénégalaise, par ailleurs présidente de l'Association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais, est aujourd'hui la cheville ouvrière de la cause de ces derniers. L'objectif, c'est de se souvenir, d'apprendre aussi, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites et qui sont véhiculées par les anciens combattants avec qui on a cette chance d'échanger. Cette mémoire-là ne doit jamais être effacée. N'oublions pas que les tirailleurs sénégalais ont libéré la Provence. Ils ont fait beaucoup pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et cette mémoire-là, il faut vraiment la transmettre. Et c'est important qu'elle soit aussi dans les rues de nos villes, voilà, avec des combattants, les noms des combattants, quoi, qui soient présents, parce que c'est une histoire commune. Et il faut qu'on partage cette histoire. On ne peut pas ghettoiser cette histoire. La suite, c'est déjà d'avoir un événement comme celui-ci chaque année, de perpétuer ce type d'événement, mais surtout d'inciter les maires de France, les collectivités à l'organiser aussi chez eux. Nous, on l'a fait aujourd'hui sous l'Arc de Triomphe. C'est important, c'est beau, ça a permis de rassembler énormément de monde, mais je pense que ce type d'événements doivent être organisés aussi dans toutes les communes. Malgré quelques victoires obtenues, la conseillère municipale n'abandonne pas. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut de la pédagogie, il faut de l'implication de tous les intellectuels, responsables d'associations et en politique. L'élu espère voir nommer et renommer des rues et des salles en hommage aux soldats africains et d'outre-mer. Le combat se poursuit sans relâche, même si la socialiste conseillère municipale a perdu la majorité au sein de la commune de Bondy, située en Seine-Saint-Denis. Dans cette deuxième partie de e-Talk, nous sommes toujours en compagnie de Aïssata Seck, qui est présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, conseillère municipale à Bondy. Dans cette deuxième partie, donc, nous abordons la question de la reconnaissance. Nous l'avons abordé déjà en première partie, nous l'avons effleuré. Oui. Et là, je voulais qu'on reparle du corps des tirailleurs sénégalais en lui-même. Il n'était pas constitué que de Sénégalais. Tout à fait. Alors en fait, on les appelle les tirailleurs sénégalais parce que le premier régiment a été créé au Sénégal en 1857 et c'est pour cela qu'on les nomme les tirailleurs sénégalais. Mais ils venaient de plusieurs pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest aussi et d'Afrique centrale. Donc on avait des Maliens, des Gambiens, des Guinéens, des Ivoiriens, des Béninois. Ils étaient nombreux à être engagés, mais c'est vrai que le premier corps qui a été créé, et c'est au Sénégal, et du coup, c'est le terme que l'on a utilisé et qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. L'un des plus connus parmi eux est gabonais. Oui. Et son histoire est malheureusement très mal connue. Il a participé à plusieurs batailles. Et aujourd'hui, on a du mal à mettre un nom, à mettre un visage sur les tirailleurs sénégalais. On a beaucoup parlé de la cristallisation et de la décristallisation de leur pension, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un chemin qui commence à être parcouru pour qu'on puisse également leur donner une reconnaissance en termes de noms de rues, en termes de monuments
Alors c'est compliqué, c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'en termes de reconnaissance, la reconnaissance est venue très tardivement. La première reconnaissance qu'on a eue, en tout cas sur l'histoire des tirailleurs sénégalais, et pas que en fait, parce qu'on avait aussi les Marocains, les Algériens, ça a été justement la décristallisation des pensions en 2007. Et cette décristallisation des pensions a eu lieu suite au film de Rachid Bouchareb, et dans lequel Jamel Debbouze a joué. Et c'est suite à ce film-là, indigène, qu'il y a eu en quelque sorte ce geste politique qui a été fait à l'époque par Chirac. Ensuite, Jacques Chirac, président de la République. Ancien président de la République française. Donc c'est à partir de cette période-là qu'un ancien combattant issu des colonies ou d'Afrique a pu percevoir la même pension qu'un ancien combattant blanc. Donc c'est pour dire que ça arrivait des années et des années après. Ensuite, sur la reconnaissance symbolique et sur les noms de rues, sur les mémoriaux, etc., là, j'ai envie de dire qu'on est... la France, en tout cas, n'est pas un bon élève. N'est pas un bon élève parce que on a des histoires, notamment de résistants comme Adiba, qui ont eux aussi eu des reconnaissances très tardives et qui ont eu ces reconnaissances à chaque fois parce qu'il y a eu des personnes qui se sont levées pour que ces reconnaissances arrivent. Alors, ça n'est pas en tout cas forcément ancré dans une logique de dire qu'on doit les honorer ou les commémorer comme il se faut. Et après, concernant des lieux symboliques où on peut les commémorer, aujourd'hui en France, par exemple, on n'a pas de mémorial national qui les commémore. Nous n'avons pas de lieu, que ce soit sur Paris, que ce soit en province, où on peut dire c'est un mémorial national qui honore ces messieurs. Et aujourd'hui, le combat, il est là. On n'est pas dans la repentance, en fait. On est juste dans la reconnaissance de cette histoire et on est surtout dans le fait d'intégrer pleinement cette histoire dans le récit national français. Et intégrer pleinement cette histoire, c'est passé par, il faut ériger des stèles. On a des villes qui le font, comme Sarcelles. On a des monuments dans le sud, notamment en Provence, parce que ils ont libéré la Provence. Mais en fait, ce sont à chaque fois des volontés politiques locales. Ce ne sont pas des volontés politiques nationales. Et tant qu'on n'aura pas cette volonté politique nationale qui est d'avoir un mémorial national, on sera toujours le mauvais élève. Et aujourd'hui, à mon sens, il est nécessaire d'avoir deux lieux où on peut parler de cette histoire. C'est déjà d'avoir un musée de l'histoire coloniale, parce qu'il est important de raconter cette histoire et on a énormément de choses à dire, à raconter, des œuvres que l'on peut avoir dans ce musée. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir un mémorial national qui honore tous les soldats venus d'Afrique, du Pacifique et des Antilles. Et une fois qu'on aura vraiment ce mémorial national, on pourra décider d'une date où chaque année, on les honore. Ça peut être le 21 juillet parce que c'est la date à laquelle a été créé le premier régiment de tirailleurs sénégalais. Ça peut être le 19 juin 1940. Pourquoi cette date-là? Parce qu'on a des tirailleurs sénégalais qui ont été fusillés à Chasselet par des soldats allemands. Ça peut être le 1er décembre 44. 1er décembre pardon, de chaque année. Pourquoi cette date? Parce que le 1er décembre 44, c'est le massacre de Tcharoy. Et là aussi, on a encore il y a un vrai sujet sur cette question-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces soldats qui réclamaient leur solde de pension, qui ont combattu aux côtés des Français, ont été fusillés par l'État français. Et aujourd'hui, ils ne figurent pas sur leur acte de décès morts pour la France. Et ça, pour moi, c'est un vrai manquement. Le geste... Oui, parce que c'est une mention qui est très importante pour la reconnaissance. C'est une mention qui est importante. C'est une mention qui est importante. Tous les soldats qui sont tombés au front ont cette mention. Eux sont revenus du front, parfois invalides, mais en tout cas en vie. Ils sont rentrés dans leur pays d'origine. Ils ne demandaient juste que le solde de leur pension. Et en fait, ils ont été fusillés par l'État français. Donc voilà, il y a énormément de dates sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour que chaque année, on puisse les honorer. Mais les honorer, c'est aussi raconter cette histoire qui parfois a été tragique, mais qui fait partie de notre histoire et qui fait partie de l'histoire de France. Et là, c'est en passant par l'Assemblée nationale ou par le Sénat qu'on pourra obtenir une telle reconnaissance? Moi, sur le plan national? Je pense que c'est en passant. Je pense que ça peut être une volonté du président de la République, mais évidemment, avec l'appui de députés et de sénateurs, ça irait beaucoup plus vite. Mais c'est une réelle volonté publique, et je dirais même que c'est il faudrait même l'intégrer dans une
volonté de politique publique. Parce que pour moi, et c'est là où on a énormément de pédagogie à faire auprès de nos politiques, qui, eux, le voient comme une question de repentance. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je pense que chaque Français a besoin de se retrouver dans l'histoire de France. Et qu'aujourd'hui, on a des manquements parce qu'on explique que la France, c'est Napoléon, alors qu'on a des personnes qui ont permis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'on puisse vivre dans un pays de diversité, dans un pays cosmopolite. Et tant qu'on ne racontera pas cette histoire, on aura tous ces sujets de société qui reviennent à chaque fois constamment, notamment sur la question du racisme, notamment sur les questions de discrimination, parce qu'on n'a pas encore fait face réellement à notre histoire. Oui, parce que déjà la discrimination, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'était déjà dans les rangs de l'armée. C'était déjà dans les rangs de l'armée française et le racisme a tué. Le racisme a tué en 40, le racisme a tué en 44. Ce qu'ont vécu les tirailleurs sénégalais à Tcharoy, aucun soldat blanc ne l'aurait vécu. Donc on ne peut pas nier que ces massacres-là ont eu lieu parce que c'était raciste, clairement. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas en fait cette histoire, tant qu'on ne regardera pas cette histoire pour mieux avancer aujourd'hui, on sera constamment confronté à un certain nombre de difficultés dans notre société. Il y a eu un magnifique film d'ailleurs de Sembène Ousmane sur le massacre de Tcharoy que j'invite nos téléspectateurs que je recommande fortement, qui est très connu dans le milieu afro, mais qui est très peu connu dans le milieu des citoyens français. Et je pense que c'est un film qui mériterait d'être vu, d'être revu, d'être enseigné à l'école, parce qu'il est important de l'enseigner. Et c'est vrai que je pense que la plupart des citoyens français, quand on leur dit tirailleurs sénégalais, savent à peu près de quoi il s'agit, mais ça ne va pas au-delà de ça. Et raconter Chasselet, raconter Tcharoy, c'est aussi important. Malgré le fait que ce soit des histoires tragiques, ça fait aussi partie de l'histoire de France. Là, sur le versant français du travail de mémoire, vous avez entamé des choses, et vous le rappeliez, au niveau local, il y a des initiatives qui sont menées, qu'il s'agisse d'un Tchoréré ou d'autres soldats, ou des lieux où sont enterrés certains soldats issus des troupes coloniales. Il y a un travail qui commence à être fait. Oui. En revanche, sur le terrain africain, par exemple à Brazzaville, qui a été la capitale de la France libre, il n'y a aucun travail de mémoire qui est commencé. Je pense qu'en fait, dans les pays africains, je pense qu'il y a une volonté, je peux peut-être me tromper, d'oublier ce passé. Et l'oublier, c'est dire ne pas le raconter. Moi, par exemple, au Sénégal... Et quelle serait la motivation ? La motivation, c'est que c'est des pays qui ont été colonisés, c'est des pays qui n'assument pas ce passé, c'est une histoire quand même tragique, c'est une histoire difficile à raconter. Raconter aux jeunes Sénégalais ou aux jeunes de Brazza que c'était des anciennes colonies et qu'ils ont été, entre guillemets, maltraités par des États occidentaux, c'est difficile de raconter ça. Et je pense que... en fait, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire et qu'aujourd'hui, c'est de regarder vers l'avenir. Et regarder vers l'avenir, c'est oublier ce passé. Moi, j'insiste sur le fait qu'il est extrêmement important de raconter cette histoire, même à la source, même à la base. Tcharoy, on a le camp de Tcharoy. Je pense que, par exemple, il devrait devenir un musée. Et pour le coup... ça peut être un lieu touristique où on aurait des personnes qui raconteraient cette histoire tragique. On a encore des descendants de soldats de Tcharoy. Mais je pense peut-être qu'ils ne savent pas comment s'y prendre et surtout qu'ils n'ont pas envie de rester sur ces différentes tragédies. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'au lendemain des indépendances, la plupart des chefs d'État, qui sont arrivés au pouvoir, soit par une élection, soit par coup d'État, étaient issus des rangs
de l'armée coloniale française. Tout à fait. Je ne vais pas citer Bokassa, je ne vais pas citer Léopold Sédar Sédar Senghor, Senghor. je ne vais pas citer le président Gnassingbé Eyadéma, mais ils sont nombreux sur le continent qui étaient issus de ces rangs-là. Ils auraient pu faire le travail. Ils auraient pu faire le travail, oui. Et il a fallu attendre un autre président sénégalais, Abdoulaye Wade, pour que le Sénégal s'engage dans cette voie-là. Et malheureusement, le Sénégal reste quand même très solitaire dans ce travail de mémoire. Il reste solitaire. Après, je sais que... Alors, sur la question de l'histoire coloniale, le Sénégal reste solitaire, alors qu'il pourrait y avoir même un gros travail, notamment au Mali, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, ou en Gambie. Mais je pense que si... le président aujourd'hui actuel, Macky Sall, impulsait cette dynamique auprès de ses collègues, ça pourrait se faire. Après, moi je le dis constamment, c'est une volonté politique. Et aujourd'hui, je pense que cette volonté politique n'y est pas. Même si Abdoulaye Wade a fait le travail avec le camp de Charoy, ça reste encore minime. C'est-à-dire que le camp n'est pas exploité. On n'a pas beaucoup par exemple, de collégiens, de lycéens qui vont visiter ce camp et à qui on enseigne cette histoire. Elle est très très peu enseignée au Sénégal, malgré le fait qu'il a reçu, à l'époque, je crois que c'était Jacques Chirac à Charoy. On a Hollande ensuite qui est allé sous la mandature de Macky Sall. Donc il y a eu de la communication qui a été faite autour de tout ça, mais la communication n'est pas suffisante. La communication, c'est aussi de l'enseigner aux plus jeunes, c'est aussi d'organiser des voyages pédagogiques entre des citoyens français et des citoyens sénégalais, ou au Bénin, ou au Gabon, ou en Gambie. Et tout ce travail pédagogique n'est pas fait. Et c'est là où on a un vrai manque, c'est que même si, en termes de communication, en termes de visibilité, on a le sentiment que les choses ont été faites, à mon sens, elles n'ont pas été assez loin. On parle souvent de la coopération décentralisée. Hein. Est-ce que vous, qui êtes élu local, avez l'impression qu'il y a une demande de l'autre côté de la Méditerranée et que cette demande conduira à une jonction des efforts pour le travail de mémoire? Alors, il y a beaucoup de demandes de coopération décentralisée et de jumelage entre des villes locales ici et en Afrique. Après, le sujet mémoriel est très, très peu abordé. Et en fait, quand il est abordé, c'est parce qu'on a des associations qui se sont greffées à ces coopérations et qui décident d'aller faire des visites dans les différents sites mémoriaux qui existent là-bas. Mais il n'y a pas de... Et au niveau de nos élus locaux en France et au niveau de nos élus sur place, le sujet mémoriel est très très peu abordé, voire pas du tout. C'est vraiment sous l'impulsion d'associations qui ont fait des travaux autour du devoir de mémoire que parfois ces visites se font. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les voyages mémoriels, parce que en fait c'est un projet. C'est des projets en fait sur lesquels on peut se greffer dans le cadre de la coopération décentralisée, mais pareil, tout ça reste dans les mains des élus locaux ou des politiques qui devraient l'intégrer, eux, dans leur projet de coopération décentralisée. Nous allons justement parler de votre parcours politique et du parcours de la représentativité et de la diversité au sein de la classe politique française. Ce sera l'objet de la troisième et dernière partie de l'émission. À bientôt. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. La France a une part d'Afrique en elle. Lors du 75e anniversaire du débarquement de Provence le 15 août de l'année dernière, Emmanuel Macron avait tenu à rendre un hommage bien mérité à ces soldats africains qui pendant des décennies n'ont pas eu la gloire et l'estime à la hauteur de leur bravoure, insistait le président de la République à Saint-Raphaël. Je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues, de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique et qui disent de la France ce qu'elle est profondément. Un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage. En 2014, alors que les revendications de reconnaissance se poursuivent, alors qu'une pétition avait été lancée par Aïssata Seck, petite fille d'ancien tirailleur, François Hollande prête une oreille attentive et dans ce même sillage, 28 anciens tirailleurs auront ainsi accès à la naturalisation. Ce n'est pas en accordant une nationalité française qu'on reconnaît les efforts déployés par un individu. Nous qui avons des enfants français et tout ça, il ne faudrait pas qu'un jour il y ait une guerre ouverte opposant des Français africains aux Français machin, pour des sujets qu'on aurait pu éviter. Ils donnent leur vie pour la France.
le minimum qu'on peut faire pour eux, de leur donner la citoyenneté française. L'histoire de la Ve République sera ainsi marquée par une série d'hommages qui en réalité commencent en 2001 avec Jacques Chirac, alors président. Les tirailleurs sénégalais bénéficient à l'ère Chirac de la décristallisation de leur pension d'invalidité, de leur revalorisation à 20%, un souci de justice qui va se poursuivre avec Sarkozy, qui va lui aussi tenter de rétablir l'égalité dans le traitement entre soldats noirs et blancs. Sous l'impulsion du général de Gaulle en 1959, les héros indigènes sont méconnus pour le défilé de la libération sur les Champs-Élysées. Ils seront remplacés par des soldats blancs, un blanchiment de l'armée française qui méconnaît la participation de l'Afrique. Le gel des pensions deviendra une réalité. Vivant désormais dans la précarité et dans l'oubli, rapatriés aussi au Sénégal, il faudrait alors attendre 2001 pour voir leur situation réévaluée sous le règne Chirac. Tout commence en réalité avec la Première Guerre mondiale qui éclate en Europe en 1914 et qui va étendre ses racines en Afrique, terre de déploiement du rêve de grandeur européen. Contraints à quitter volontairement leur pays ou non, ils ont combattu pour la libération du pays du général de Gaulle. Les Africains dès l'époque qui refusaient d'embarquer étaient obligés de disparaître ou de se cacher, victimes d'intimidation, certains contraints d'accepter de participer à la guerre, donc à combattre pour l'Europe. En Europe, les troupes noires se sont mises donc à contribution. La France est libérée. La France a fait de l'ingratitude dans ce domaine quelque chose de révoltant. De révoltant, parce que déjà même le gel des pensions des tirailleurs sénégalais, c'était déjà vraiment une insulte au service qu'ils avaient rendu à la France. Plus tard, les dernières unités des tirailleurs sénégalais sont dissoutes. Les indigènes héros seront donc méconnus et renvoyés dans leur pays, obligés de rendre leur uniforme. Ils passeront ainsi de vie à trépas après avoir réclamé les arriérés de leurs soldes. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux reposent dans la fosse commune de Thiaroye, une banlieue de Dakar au Sénégal. Merci de nous rejoindre dans cette dernière partie de e-Talk. Je suis toujours en compagnie de Aïssata Seck, qui est la présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, conseillère municipale de la ville de Bondy en région parisienne. Il y a eu les élections municipales entre-temps. Oui. Vous restez conseillère municipale, mais vous avez perdu votre majorité. Tout à fait. Alors en fait, j'étais maire adjointe à Bondy en charge des politiques mémorielles et on a perdu la ville qui a basculé à droite et désormais je suis conseillère municipale d'opposition sur la ville de Bondy. Il vous reste quand même un travail à faire au sein du conseil municipal. Il reste un travail à faire au sein de ce conseil. Là, en tant qu'élu de l'opposition, donc forcément, c'est plus compliqué parce que l'objectif, c'est aussi de faire passer un certain nombre de choses, de continuer les projets qu'on avait prévus sur la ville de Bondy. Notamment moi dans le cadre de ma délégation où j'allais être une des premières villes de Seine-Saint-Denis à renommer une place pour rendre hommage aux soldats venus d'Afrique. J'espère que la majorité actuelle continuera ce projet, mais en tout cas on fera en sorte pour que ces questions-là ne soient pas mises aux oubliettes et que l'on continue le combat sur cette reconnaissance et ce devoir de mémoire. C'est en 2010 que vous entrez en politique. Oui. En 2012, vous rejoignez le Parti socialiste et vous soutenez notamment la candidature de François Hollande. Tout à fait. Puis, vous soutenez Benoît Hamon, dont vous êtes devenu porte-parole. Oui. Comment est-ce que ce cheminement se fait ? Alors moi, en fait, mon parcours politique est assez, je dirais, classique. Parce que j'étais d'abord engagée dans le milieu associatif. J'ai toujours baigné dans le milieu associatif depuis toute petite. D'abord aux côtés de ma mère qui était engagée dans le milieu associatif au Murau. Ensuite, je suis arrivée sur Bondy et je cherchais une association dans laquelle je pouvais m'engager. Mon engagement politique, en fait, a été la suite logique de mon engagement associatif. Moi, je me suis engagée en politique assez tardivement parce que généralement, on a beaucoup de personnes qui sont engagées dans le milieu associatif et qui en réalité font de la politique, mais qui décident de ne pas s'encarter, mais dans leur quotidien font de la politique. Moi, j'ai très vite essayé de voir dans quel parti je pouvais éventuellement
m'insérer, en tout cas qui correspondent à mes idées, à ce que je défends quotidiennement. Et ça a été pour moi une évidence de m'engager au sein du Parti socialiste. Mais ce qui m'a vraiment poussée à m'engager en politique, ce n'était pas la volonté de vouloir être élu ou d'intégrer nos institutions. En fait, il y a je dirais même qu'il y a 3 choses qui m'ont poussée à m'engager en politique. La première des choses, c'est les émeutes de banlieue qu'il y a eu en 2005, avec la mort de Zied Ebouna à Clichy-sous-Bois, où là, je me suis dit, ça arrive chez nous, ça arrive à nos frères. J'ai le sentiment en fait qu'on n'a pas de représentants en tout cas pour exprimer cette colère et défendre ces sujets, même si le maire de l'époque, Claude Dillin, a fait un travail énorme aux côtés de la famille pour qu'il puisse y avoir en tout cas justice suite à la mort de ces 2 jeunes. Et le fait de voir en fait nos banlieues s'embraser, que ce soit en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines, du côté de Marseille, Toulouse, etc., je me suis dit, nous en tout cas en tant que militants, nous avons un rôle à jouer. Ensuite, la deuxième chose qui m'a poussée à m'engager en politique, là c'est une histoire plus personnelle, où mes parents ont vécu une perquisition illégale à leur domicile. Un matin de 2009, une trentaine de policiers ont débarqué chez mes parents et ils cherchaient un individu noir. Ils cherchaient des armes lourdes, donc ils sont venus très très tôt, à 5-6 heures du matin. Ils ont défoncé la porte de chez mes parents, ont arpenté le domicile, ont fait sortir ma mère de sa chambre alors qu'elle n'était pas habillée, ont menotté mon petit frère, ont enfermé mes sœurs dans la salle de bain. Voilà, ça a été très violent. Et quand vos parents vous appellent à 6h30 du matin et vous racontent ce qu'ils ont vécu, on se sent impuissant parce qu'on ne sait pas auprès de qui s'adresser. On est en colère et on se dit je vais m'adresser auprès de qui. Et cette perquisition a été violente parce que, je le dis encore aujourd'hui, pour moi c'est une perquisition raciste. C'est une perquisition raciste parce que cette situation n'aurait jamais eu lieu dans une famille blanche. Et j'insiste aussi sur le fait que c'était une perquisition raciste parce qu'ils ont, avant de casser la porte de chez mes parents, ils ont cassé la porte des voisins de mes parents qui étaient d'origine asiatique. Et quand ils ont vu qu'il s'agissait de personnes d'origine asiatique, ils ne sont pas rentrés. Et quand ils ont défoncé la porte de chez mes parents, ils ont vu le portrait photo de ma mère dans le salon et ils se sont dit on est là, on est au bon endroit, on y va. Et comment ça s'est terminé? Ils ont arpenté le domicile pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ils ont demandé les papiers d'identité à ma maman. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte de leur méprise. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés d'appartement, que l'individu qu'ils cherchaient n'avait rien à voir avec, physiquement même avec mon frère, qui mon frère est petit de taille et noir de peau, et l'individu qu'ils cherchaient était grand de taille et clair de peau. Et surtout, ils ont bafoué l'enquête parce que la personne qu'ils cherchaient avait déménagé de l'immeuble depuis 4 ans. Donc, quand ils se sont rendus compte de leur méprise, et ils ont quitté le domicile de chez mes parents sans un mot d'excuse. Pas un mot d'excuse, rien du tout. Ils ont laissé l'appartement tel qu'il était. Et là, vous avez votre mère qui vous appelle à 6h30 du matin, qui vous raconte ça. On essaye d'appeler la mairie, les élus, et là, ils sont tous aux abonnés absents. Donc moi, j'ai rédigé un communiqué de presse. J'ai envoyé, à l'époque, je travaillais pour le média Alternatives économiques. Donc j'ai envoyé, beaucoup de médias ont relayé l'affaire, mais c'est en fait, nous avons porté plainte, mes parents ont porté plainte, mes sœurs et mon petit frère ont porté plainte, mais l'affaire a été classée sans suite. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qui m'a poussée aussi à m'engager en politique. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais eu d'autres armes pour défendre ce dossier. Je pense que j'aurais eu d'autres moyens pour défendre ce dossier, même si à l'époque, j'étais quand même en communication, mais je pense que si j'avais été engagée en politique, j'aurais pu frapper à d'autres portes et faire en sorte, en tout cas, que cette affaire ne soit pas classée sans suite. Est-ce que vous pensez que être encarté dans un parti et avoir un mandat dans ce parti, ça se vaut? Est-ce que c'est exactement la même chose pour vous? Avec le recul, non.
parce que moi j'ai été encartée pendant un certain nombre d'années au Parti socialiste, parce que j'y croyais profondément, j'y croyais fortement. J'ai fait campagne pour François Hollande, notamment sur les questions de droit de vote des étrangers aux élections locales. Et j'ai été très vite déçue, d'une part par la politique qui a été menée, même si c'est François Hollande qui a permis la naturalisation des tirailleurs sénégalais. Moi, il y a deux choses qui ne sont pas passées dans sa politique. C'est la question des chances de nationalité, le fait qu'on n'ait pas essayé de mettre en place le droit de vote des étrangers locaux en se défaussant et en disant qu'on n'aurait pas la majorité au Sénat, et l'utilisation abusive du 49.3 pour la loi travail. Donc là, moi, je me retrouvais plus en fait dans ces idées-là. Et puis après, il faut être aussi réaliste. Moi, j'ai été confrontée très clairement à un plafond de verre au sein même de mon parti, où on te dit souvent qu'il faut que tu attendes ton tour, que ton moment n'est pas venu, ou que les citoyens français ne sont pas prêts à élire une personne issue de l'immigration pour intégrer telle ou telle institution. Et là, tu te dis, en fait, c'est pas possible. Moi, je suis née en France, j'ai fait autant d'études, voire plus d'études que vous, je suis autant engagée que vous, je suis sur le terrain, je connais les habitants, et on me dit aujourd'hui que ça n'est pas possible de se présenter à une élection. Donc là, voilà, ça a été la scission que j'ai eue avec le parti, et j'ai décidé de me présenter aux élections sénatoriales en 2017. Donc ça a été compliqué, mais je l'ai fait, et si c'est à refaire, je le referai. D'accord. Et donc, vous forcez la main pratiquement au parti pour vous présenter. Oui. Et vous êtes élu? Non, je ne suis pas élue, je ne perds pas beaucoup. 6 sénateurs ont été élus, je suis arrivée 7e. Donc je mène une campagne assez difficile, parce que pour le coup, quand je décide de me présenter, je dois monter une équipe, je dois avoir des colistiers. Donc déjà à mon niveau, il faut que j'essaye de convaincre. J'avais déjà 4 personnes qui étaient convaincues. Sur cette liste, il fallait 8 personnes, et on décide de mettre des profils qui correspondent à notre département, de niveau social différent, pas forcément des engagés en politique, mais on fait une liste, en tout cas à mon sens, à l'image du département. Donc moi je suis tête de liste, et sur ces 8 personnes, nous avons 2 noirs, 2 personnes d'origine maghrébine et 4 blancs. Et en fait, le fait d'avoir monté cette liste, j'ai été par exemple taxée d'être communautariste. Mais si cette même liste... Parce qu'il y avait trop de blancs. On peut sous-entendre que c'était cela. Mais en tout cas, si cette même liste telle qu'elle avait été portée par un blanc, on ne l'aurait jamais taxé d'être communautariste. Et puis après, voilà, ça a été une campagne difficile, parce que j'avais commis, entre guillemets, le crime de lèse-majesté, que ça n'était pas mon tour, que c'est au parti de décider pour nous, et qu'il fallait attendre. Mais moi, aujourd'hui, j'estime que quand on a des profils comme les nôtres, à partir du moment où on est dans ces partis politiques, c'est à eux aussi de nous porter, c'est à eux aussi de faire en sorte que maintenant, dans nos institutions, on puisse avoir plus de diversité, parce que sans eux, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. On y arrivera, certes. Aujourd'hui, après les élections municipales, on a beaucoup plus de maires adjoints qui ont été élus issus de la diversité. On a des maires aussi qui ont été élus, notamment à Trappes, notamment à Saint-Ouen, notamment à Villetaneuse. Donc, on a des avancées, mais qui, à mon sens, sont beaucoup trop longues, et ce qui me pose énormément de problème encore aujourd'hui, c'est qu'on nous renvoie toujours à notre statut, à nos origines, alors que nous sommes nés ici, on a fait les mêmes écoles qu'eux, que nos enfants sont nés ici, et demain, quand mes enfants me demanderont qu'est-ce que j'ai fait pour faire évoluer, justement pour casser ce plafond de verre en politique, et je pourrais leur dire que je me suis battue pour eux, pour qu'eux puissent aujourd'hui prétendre à intégrer telle ou telle institution s'ils le souhaitent. Toutes ces questions sur votre parcours politique, c'était effectivement pour en arriver à la conclusion que, après les dernières municipales, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déclic qui s'est produit, qu'il y a de plus en plus de personnes issues de la communauté africaine, enfin dont les parents sont d'origine africaine, qui prennent leur engagement politique et qui finalement parviennent à être élus. Tout à fait, mais c'est un long travail qui a été fait.
par beaucoup d'élus. On dirait pas comme ça, mais on est constitué en réseau et on incite beaucoup les gens à s'engager en politique, à être sur des listes, quel que soit le parti, à part le Front National, bien évidemment, Rassemblement National. Mais en tout cas, on incite beaucoup la jeunesse à s'engager. Et ce qu'on leur dit, c'est que certes, ça va être difficile, mais qu'en tout cas, ils ont toute leur place dans ces engagements politiques. Et contrairement à nos parents et à nous, où on a été confrontés à un certain nombre de difficultés, on a quand même ouvert un peu la porte. Pas assez grande encore, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, quand un élu, en tout cas un militant décide de se présenter en tant que tête de liste pour être maire, il faut que ça soit naturel en fait. Il ne faut pas qu'on se pose la question de savoir si ça va être possible, si on va gagner, parce que en fait eux-mêmes quand ils se présentent, ils perdent parfois les élections. Donc évidemment que on va perdre aussi des élections, mais ça nous permettra d'acquérir une certaine expérience qui nous permettra d'ouvrir les portes. Aujourd'hui, il faut qu'on ait plus de personnes issues de la diversité au Sénat, il faut qu'on en ait plus à l'Assemblée nationale, il faut qu'on en ait plus dans les collectivités, dans les communes, et c'est tout un travail à faire et toute une incitation à faire auprès de cette jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression que pour ça, on aura besoin d'une loi comme celle qui a été promulguée pour encourager la parité, faire qu'on ait davantage de femmes? Moi, je ne suis pas pour la loi parce que ça veut dire qu'on différencie les citoyens. C'est qu'on nous voit à travers notre couleur de peau avant de nous voir en tant que citoyens français. Et je ne pense pas qu'une loi soit utile. Je pense que nous devons prendre la place en y allant, en se présentant aux élections et en arrivant à convaincre à travers des projets, à travers des programmes et à travers ce que nous représentons dans cette société française. Est-ce que vous pensez qu'en élu de la République, on est élu par rapport à une sensibilité politique ou par rapport à une sensibilité communautaire? Il y a des deux, parce que le racisme existe, donc très certainement, je pense que si demain je me présente en tant que tête de liste du Rassemblement national dans une ville où 60% des gens votent Front National, je ne serai pas élue parce que je suis noire. Ça existe, mais je pense que oui, la couleur de peau est importante, oui, la symbolique est importante, oui, la représentativité est importante, mais je pense que nous devons convaincre les citoyens d'abord avec nos projets et nos programmes avant de les convaincre sur le fait qu'en tant que Noirs, on mérite notre place. Moi, personnellement, bien évidemment que je suis pour qu'on ait plus de personnes issues de la diversité, mais si on présente un candidat qui ne correspond pas du tout à ce que je défends, s'il est noir, je ne voterai pas pour lui en fait. Par contre, je me suis toujours attachée à une chose, c'est que je peux avoir des divergences politiques, notamment avec mes sœurs noires, je ne les taclerai jamais sur les réseaux sociaux ou je ne leur porterai jamais préjudice parce que nous sommes trop peu nombreuses encore aujourd'hui pour le faire. J'ai cru comprendre que vous n'avez pas raccroché par rapport aux élections sénatoriales. Que je n'ai pas? Que vous n'avez pas enterré le rêve de devenir sénatrice. Non. Alors, moi, je dirais pas que c'est un rêve, mais non, je l'ai pas enterré. Il y a des prochaines échéances électorales qui arrivent. On a les régionales, on a les départementales, on a les cantonales, on a les législatives, puis les sénatoriales. Et j'ai envie de dire que j'ai une revanche à prendre. Donc, oui, je me présenterai aux prochaines élections. Bien. Et je gagnerai. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci. Merci encore pour votre parcours, pour vos combats, pour vos victoires. Merci à vous. Et bonne chance. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés.